Je suis particulièrement heureux d'accueillir Marie-France Mamzer, qui va présider cette session et qui est professeure des universités, praticien hospitalier d'éthique et de médecine légale à l'Université Paris-Descartes. Je vous laisse présenter le panel de nos intervenants dans votre session. Je reviens d'ici une petite heure. On a un petit quart d'heure de retard. On va pouvoir, pardonnez-moi, grignoter un petit peu la pause déjeuner. Mais on voulait vraiment, avec notamment les séquences dédicaces, vous donner un temps de respiration durant cette pause un peu plus longue. Marie-France, un grand merci. Ah, pardon, Marie-France, un grand merci. Et vous me reverrez d'ici une petite heure. À tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être ici. Effectivement, je suis médecin et je m'en fais beaucoup de la recherche en éthique parce que je pense qu'en éthique, et ça a été redit encore ce matin, on n'est pas là en tant que professionnel ni même en tant que patient pour apporter des solutions toutes faites, mais pour partager nos questionnements et éventuellement arriver à se mettre d'accord. Et j'ai la même expérience du fait que le plus souvent, quand on se met d'accord, c'est sur la moins pire des solutions, si on veut en tout cas prendre en compte les perspectives de chacun. Donc la session qui nous intéresse ici est, à mon avis, une façon de faire un petit pas de côté pour voir peut-être pas tellement comment on partage les dilemmes, mais comment, prenant conscience de l'existence de ces dilemmes, les professionnels, et nous avons ici un panel de professionnels, s'organisent pour contribuer à apporter des éclairages en termes de connaissances, mais aussi des pistes de réflexion et les partager avec les patients et la société. Dans notre panel, nous allons suivre l'ordre inverse de celui qui est sur le programme. En premier, je vais donner la parole à Anne Caron-Déglise, qui est magistrate et avocate générale à la Cour de cassation, non pas parce que le droit donne le là, mais parce qu'il nous a semblé important de donner à cette collègue magistrate l'occasion de nous donner aussi les définitions des concepts que nous allons utiliser et la manière dont, en tant que magistrate et donc au regard du droit, ces définitions existent et coexistent avec des choses plus concrètes et pragmatiques. La deuxième à prendre la parole sera un médecin, Marie-Pierre Pancrazy, qui est psychiatre, gériatre, présidente du Gérontopole de Corse, coordinatrice du Centre Mémoire de ressources et de recherche de Corse. Et elle, à travers son expérience en tant que médecin et chef de structure, va insister sur quelque chose qui nous semble particulièrement important, qui est celle des tiers-lieux, au-delà de l'expérience qu'on met souvent en avant du colloque singulier entre le médecin, le patient et maintenant le triangulaire avec le soignant. Ensuite, nous donnons la parole à deux chercheurs en sociologie qui vont aborder ces questions sous l'angle donc du regard encore plus extérieur que les deux premiers, encore plus extérieur parce que la sociologie n'est aujourd'hui pas impliquée dans les prises de décision. Et donc, Simon Lemaire, qui est docteur en sociologie, va nous partager une partie des résultats de sa thèse en nous présentant des résultats d'observation de groupes de parole. Et Aline Chamaillan, elle, va laisser une place pour les résultats de ses recherches au regard de la manière dont les professionnels et les patients, chacun de leur côté, subjectivent à travers leur discours ces expériences qu'ils vivent dans ces contextes dont on a compris qu'ils étaient particulièrement complexes. Anne, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord évidemment remercier très chaleureusement les organisateurs d'avoir prévu cette séquence en plénière et de m'y avoir invité. Et puis, je voudrais remercier également tous les intervenants précédents parce que, au travers de leurs témoignages sur les expériences vécues, mais aussi des retours lexicaux, philosophiques et les questions qu'ils ont suscitées, notamment sur la dimension de la responsabilité, forcément m'amènent de ma place de magistrat
à essayer de partager avec vous les résonances que cela peut induire à la fois sur les concepts, mais aussi sur les engagements de responsabilité politique, ça a été évoqué tout à l'heure. Dans un article paru dans Le Juste, Paul Ricoeur avait insisté sur le fait que la non-reconnaissance de la maladie en général, de la vie malade, contrairement à ce qui est considéré comme une vie en pleine santé, relève d'un jugement social d'exclusion appuyé sur une certaine idée de la normalité sociale. Je le cite, « Est normale la conduite capable de satisfaire aux critères sociaux du vivre ensemble. Or, le critère qui détermine aujourd'hui le vivre ensemble est celui de l'autonomie, de la gestion propre de sa vie. Dès lors, une personne incapable d'être autonome ne peut qu'être renvoyée hors du champ de la normalité et être exclue. » Il ajoutait que la société, de manière générale, et ça relève bien évidemment de notre responsabilité, mais aussi de la responsabilité des politiques publiques, la société voudrait l'ignorer, le cacher, l'éliminer, parce qu'elle constitue, cette incapacité, une menace sourde, un rappel inquiétant de la fragilité, de la précarité et de la mortalité. Ce qui n'est qu'une différence sur le plan biologique peut ainsi se transformer en mise à l'écart sur le plan social, alors que non seulement la personne est autant digne de respect qu'une autre, mais elle doit l'être plus précisément encore parce qu'elle est vulnérable. La respecter, c'est alors reconnaître qu'elle a une valeur propre, que la vie a pris une autre forme et un autre sens. La société doit alors non seulement la reconnaître, mais aussi la soutenir, en particulier en ouvrant au maximum ses normes aux formes de vie des autres. Le thème de l'université d'été est celui des dilemmes et des choix des personnes malades et de leurs proches, et c'est très important d'avoir bien mis en résonance les personnes malades et les proches, qui peuvent être la famille, mais qui peuvent être aussi d'autres proches choisis. Le sous-titre est une vraie interpellation pour moi en particulier, qui prend des décisions précisément quand les personnes ne peuvent pas se mettre d'accord. Quel engagement des professionnels et de la société ? Notre table ronde est intitulée « Soutenir les capacités sans nier les vulnérabilités ». Comme le souligne l'argument général de cette université d'été, il est absolument fondamental d'abord de reconnaître que les personnes malades et leurs proches n'ont pas seulement le vécu de leur maladie, une expérience subjective sur laquelle ils ont des questionnements, on l'a vu ce matin, à leur mesure, mais que leurs capacités, leurs vulnérabilités sont mises en tension, une tension parfois extrême, de sorte que des soutiens s'imposent. Ils sont complexes, ils ouvrent de nombreuses dimensions et engagent une temporalité qui suppose de nombreux allers-retours, une écoute, une relation vraie, profonde, orientée sur la personne et son environnement. Alors je vais essayer de vous proposer de ma place de juriste et de magistrat des pistes de questionnement sur les termes mêmes de capacité et de vulnérabilité pour tenter ensemble de construire une dynamique de soutien que nous devons impérativement vraiment mettre en œuvre en responsabilité pour qu'elle fasse vraiment sens dans le quotidien des personnes, de leurs proches, mais aussi des intervenants, parce que les intervenants sont inscrits dans cette dynamique. Alors nous savons que les maladies accélèrent le processus du vieillissement, notamment la maladie d'Alzheimer, mais elles peuvent, nous le savons aussi, provoquer une impossibilité de ce que le Code civil appelle pourvoir seul à ses intérêts, au point que la personne a besoin d'être soutenue, assistée, parfois représentée dans les actes de la vie civile. Mais ce type d'intervention, comme d'ailleurs toute proposition d'accompagnement, ne peut pas être réalisé sans une approche rigoureuse, individuelle, profondément humaine, des difficultés réellement rencontrées dans l'environnement de la personne. Sinon, nous prenons le risque majeur d'entrer dans toutes les réductions produites par une approche purement sociale, médiatisée encore trop souvent par le dogme scientifique du médical. Alors, que peut-on dire sur les capacités et les vulnérabilités ? Sur les capacités, parmi les définitions généralement admises de la capacité, je retiendrai une entrée commune qui est celle de l'aptitude à faire quelque chose, à comprendre, à agir, qui suppose des dispositions, des habiletés, des facultés, des compétences, mais aussi, cela a été évoqué tout à l'heure, des valeurs, voire des vertus. En droit, la capacité, c'est l'aptitude juridique à être titulaire de droit. Nous le sommes tous, quelle que soit notre situation, que nous soyons enfants, que nous soyons adultes, nous sommes titulaires de droit. La difficulté,
et l'exercice de ces droits. Et donc, que fait-on lorsqu'une personne présente ce que le droit appelle l'altération des facultés personnelles? Eh bien, à ce moment-là, lorsque cette altération est médicalement constatée, il peut arriver que des mesures de protection juridique de type curatelle, tutelle, habilitation familiale par exemple, soient prononcées par un juge. Mais il se peut aussi que d'autres mesures viennent soutenir les capacités des personnes parce qu'elles l'ont anticipé par avance, par des procurations, par la désignation d'une personne de confiance, par des directives anticipées, par un mandat de protection future. Mais entre ces bornes de la capacité pleine et de la capacité accompagnée ou assistée ou représentée par le dispositif juridique, il y a une zone grise, très longue parfois, qui interpelle, puisque la capacité doit alors être mise en tension avec différents aspects de ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, vous le notez jusqu'à présent, la capacité. Alors qu'il me semble qu'à l'évidence, dans la réalité des vies, la capacité se décline au pluriel, dans de multiples dimensions, très souvent complexes, y compris lorsque ces dimensions sont irrationnelles et affectives. Les vulnérabilités. Qu'est-ce qu'être vulnérable ? Être vulnérable, c'est être exposé à des atteintes, à des blessures, des dommages, du fait de la maladie, d'attaques, de violences de tous ordres. C'est un concept instable, évolutif, qui n'existe pas en droit. Mais pourtant, sur ce concept que se disputent différents champs de la recherche et différents champs d'action, nous avons construit les uns et les autres une approche qui essaie de prendre en compte la situation de faiblesse, de fragilité, une forme de précarité qui place la personne dans une situation de particulière exposition à des risques. Pour notre sujet, il s'agit du risque de développer ou d'aggraver des incapacités, des dysfonctionnements, des inaptitudes, qu'elles soient fonctionnelles, civiles, du fait de la maladie, de l'état physique ou mental. C'est vrai pour les personnes malades, et c'est sans doute vrai aussi, je crois que ça a été exprimé ce matin, pour les proches eux-mêmes. Le terme de vulnérabilité est en tout cas absolument essentiel pour essayer de comprendre comment nous pouvons analyser la réalité de l'exercice des capacités. Alors, et ce sera mon dernier point, comment répondre à la question « soutenir les capacités sans nier les vulnérabilités ». Quels que soient les termes qu'on emploie pour construire un accompagnement et un soutien des personnes les plus vulnérables, en responsabilité, je reprends ce terme, et essayer de respecter leur possibilité de comprendre ce qui se passe pour elles, de s'autodéterminer quand c'est possible, de pouvoir le plus possible participer et agir, pour les personnes elles-mêmes comme pour les familles et les proches, il est absolument impératif que les différents intervenants, dont les magistrats, partagent un engagement commun reposant sur des connaissances partagées, c'est ce que j'appellerais les droits fondamentaux, mais aussi sur une double conviction. Toute personne humaine a le droit et l'aspiration à s'affirmer elle-même comme une personne et à être reconnue concrètement en tant que telle, et de pouvoir entrer en relation avec son entourage, participer de façon limitée ou pas, quelquefois limitée, mais il faut faire ce pari, au monde qui l'entoure, en étant précisément respecté par ce monde comme étant une personne. Et nous savons que dans les pratiques, ce n'est pas toujours ce qui se produit. Et puis, deuxième conviction, il est du devoir de tous de travailler en permanence sur lui-même, sur chacun, sur ses actions, sur les actions communes, pour concrétiser l'objectif qui est de s'assurer, par la combinaison d'instruments et de relations concrètes tournées vers la personne et les services communs, de la construction d'un accompagnement qui ne place pas les professionnels face aux personnes concernées et à leurs proches, mais bien à leur côté, en soutien. Aussi, confrontés à la grande complexité des problématiques, à leur évolution constante, et la temporalité bien sûr est importante, soutenir les personnes dans leurs capacités et leurs droits tout en les protégeant, en niant pas les vulnérabilités, en niant pas les risques de maltraitance, en ne niant pas les risques d'abus, donc en les protégeant et en ne les abandonnant pas, il est impératif d'analyser autrement ce qu'on appelle la perte d'autonomie et l'altération des facultés personnelles. Il faut donc pour cela, et ce sont des pistes que je soumets à la discussion, sortir de la présomption d'incompétence. Ça a été évoqué ce matin, sortir de cette présomption d'incompétence. Toute personne est titulaire de droits.
Toute personne a le droit d'être informée et de communiquer sur sa situation. Il faut ensuite analyser rigoureusement la situation dans son ensemble et pas seulement au regard du diagnostic médical pour pouvoir proposer ensuite des réponses adaptées, respectueuses des personnes et évolutives. Une protection excessive va entraîner à l'évidence des restrictions et des atteintes aux droits fondamentaux disproportionnées, assimilables à des maltraitances, et puis à l'inverse, des aides et des soins insuffisamment inadaptés pourraient avoir les mêmes conséquences. Alors, que faire ? Il faut probablement revoir les outils proposés pour soutenir les capacités. Et autrement dit, il faut probablement revoir les conditions dans lesquelles sont évaluées les déficiences, ce qu'on appelle aujourd'hui les déficiences, pour pouvoir les ouvrir sur, en réalité, ce que peut faire la personne si elle est aidée, si elle a des compensations suffisantes, si elle a un soutien suffisant, notamment lorsque son autonomie fonctionnelle pose difficulté. Et cela, ça ne peut être fait qu'avec une évaluation ouverte, globale, multidimensionnelle, multiprofessionnelle, renouvelée régulièrement et prenant en considération non seulement ses souhaits et ses préférences, mais aussi les possibilités concrètes de mise en place de soutien et la réalité de son fonctionnement. Un certain nombre de travaux ont été faits et il peut y avoir des évolutions sur ce sujet. Il est ensuite absolument indispensable, de ma place de magistrat, d'analyser les capacités de discernement et de jugement, la capacité à consentir, à refuser, non pas une fois pour toutes, mais dans les petites choses de la vie au quotidien. Et cela, ça demande un effort de tous, de manière à ne pas considérer que par hypothèse, une personne dont le diagnostic est sombre, voire déjà très avancé dans la maladie, ne peut plus prendre des décisions pour elle-même. Et puis, en dernier lieu, il faut bien sûr analyser comment, au regard de la capacité civile, nous pouvons mettre en place autre chose que des mesures très restrictives, comme des mesures de protection juridique fortes. J'ai évoqué tout à l'heure les possibilités de soutien par les procurations, le recours à la personne de confiance, les directives anticipées, le mandat de protection future. Je pense qu'il nous appartient d'avoir le spectre général de tous ces éléments pour avoir une analyse rigoureuse. Alors, faut-il attendre une politique publique réelle ? J'ai fini. Et faut-il attendre des moyens ? Parce qu'on peut tous dire que nous n'avons pas les moyens suffisants. Ou ne faut-il pas, dès maintenant, tirer les conséquences des constats, des partages de nos pratiques, c'est ce que font ces rencontres, et de nos questionnements, pour, d'une part, avoir pleinement conscience des dilemmes. Ça, c'est la première chose. Et on a vu ce matin que les dilemmes et hier soir, que les dilemmes peuvent ne pas être les mêmes, selon qu'on est un intervenant, les proches ou la personne elle-même. Et puis, les réponses sont à construire, évidemment, au quotidien, de manière à essayer d'avoir une évaluation qui prenne en considération non pas simplement des éléments techniques pour parvenir au process que les philosophes modernes pourraient éventuellement susciter, mais pour pouvoir essayer d'entrer dans aussi la question de la recherche des relations de soins, d'attachement, de dépendance qu'il nous faut voir le plus lucidement possible, quels que soient nos niveaux d'intervention, de manière à construire une évaluation, puis ensuite un accompagnement qui réellement respecte les personnes. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir maintenant l'intervention de Marie-Pierre Pancrazy, qui est donc, je vous le rappelle, médecin et psychiatre, et donc impliquée différemment dans ces processus décisionnels et d'accompagnement. Merci Fabrice et Federico de m'avoir invité à pouvoir porter une parole qui est aussi celle du lieu où je travaille, qui est la Corse. Alors c'est une question qui est très épineuse et qui taraude au quotidien le médecin que je suis, de soutenir les capacités de patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer tout en reconnaissant leur vulnérabilité. Parce que la ligne de crête est vraiment étroite entre la préservation de l'autonomie de la personne et le principe de non-malfaisance, c'est-à-dire d'éviter le risque de maltraitance par la non-prise en compte de sa vulnérabilité. Moi, je parle de ma place, qui est celle d'un clinicien qui exerce en centre mémoire, qui doit faire des chiffres, c'est-à-dire avoir des nouveaux patients, donc faire du diagnostic, et donc réalise des diagnostics et le suivi de patients et de leurs proches.
Alors je voudrais, sans m'attarder, rappeler que ces maladies évoluent en 4 étapes clés. Un stade prodromal, un stade léger quand la perte d'autonomie apparaît, enfin modéré et sévère. Et donc le déclin cognitif va s'accompagner d'une perte d'autonomie progressive et de modifications comportementales et affectives. Mais cette évolution n'est bien sûr pas linéaire, elle répond aux particularités de la personne. Et le déclin, il peut être de quelques mois à plusieurs années, plus ou moins rapide. Mais à chaque étape, correspondent des cibles et des recommandations spécifiques. Au début, on va conseiller une stimulation, une réhabilitation cognitive, le maintien le plus possible d'une vie sociale riche, comme on l'a vu hier dans le film qui nous a été projeté. Au stade modéré, il faut tenir compte de la confusion de la personne. Il faut baisser le pied mettre un peu le frein sur la réhabilitation et commencer à travailler sur la lutte contre la confusion, à travailler sur la triangulation avec les aidants, introduire des aides humaines. Et puis rendre l'environnement le plus simple, le plus prothétique possible. Au stade sévère, on va viser plutôt l'apaisement, la création d'un environnement resserré, apaisant, sécurisant, le maintien de routines de vie et une stimulation qui sera plutôt sensorielle que cognitive. Donc on voit bien que si on ne garde pas dans la tête qu'il y a une évolution de ce type, aborder une personne à un stade évolué avec des objectifs d'évoluer au stade léger, jouer par exemple à l'instituteur avec son épouse, ou voilà, ça peut tout à fait s'avérer désastreux. Et si l'on doit garder en mémoire cette approche par stade, il faudra pour autant la nuancer en maintenant comme boussole éthique la reconnaissance de l'identité du sujet. Cela nécessite de prendre le temps d'aborder la personne dans sa singularité, en évaluant ses ressources internes, sa personnalité, qui est la grande oubliée de nos évaluations, son histoire, ses besoins, ses attentes, mais ses capacités persistantes, et en recensant ses ressources externes, tout ce qui l'environne. Vouloir accompagner une personne qui souffre de maladies neuroévolutives implique donc de prendre à bras-le-corps la complexité de son écosystème de vie et de son histoire. Mais plusieurs obstacles se dressent sur ce chemin que l'on voudrait vertueux. Du côté du patient, sa réticence à se faire aider, l'anosognosie qui fausse l'évaluation de ses propres capacités et qui fait qu'il peut être l'observateur le moins objectif de lui-même en raison de l'atteinte de son jugement et de ses métacognitions. Il est alors difficile de mettre en place des mesures prothétiques qui pourraient aider à compenser ses capacités défaillantes parce qu'il est totalement opposant, parce qu'il n'en comprend pas l'intérêt. Par ricochet, l'aidant peut être totalement sidéré par ce refus d'aide. Du point de vue du proche également, il peut y avoir un déni de la réalité, on l'a entendu ce matin, un deuil de la personne telle qu'elle était avant qui met de longs mois à se faire ou alors ne se fait jamais. Cela peut engendrer une tendance à la surstimulation pour garder le proche comme avant, ou pire, conduire à la maltraitance avec un clivage entre l'image actuelle et l'image du passé. « Cette femme n'est pas ma femme », disait un mari qui l'a frappée. Du côté du médecin et du soignant, voire de la société, on va retrouver également des réponses stéréotypées, un défaitisme. Il n'y a rien à faire, à quoi bon donner le diagnostic pour certains, et méconnaître de ce fait les besoins. À l'inverse, un autre mécanisme de défense semble en œuvre dans une tendance à surenchérir dans les injonctions. Ainsi, ces plans de soins qu'on nous demande de faire, construits comme une liste à la Prévert de toutes les actions possibles, s'agirait-il de trop en faire pour masquer le vide qui nous saisit face à l'effroi généré par la maladie ? Cela peut aboutir à un débordement du patient et du proche par trop d'incitation et la culpabilité de ne pas y arriver. Le risque, on voit, se situe entre deux extrêmes. Surstimuler des capacités aux dépens de la prise en compte de la vulnérabilité pour maintenir une normalité artificielle, ou au contraire, générer une incapacité excessive quand on a une présomption d'incompétence chez une personne en se focalisant sur la perte et non pas sur ce qui reste. Ainsi, vous avez tous vu des personnes délaissées à domicile, en institution, chez qui sont seuls satisfaits des besoins purement élémentaires, manger, dormir, etc. Dans ce cas, les interactions négatives peuvent être le témoin de la non-reconnaissance de l'altérité de l'identité du malade qui va devenir comme chosifiée. Je voudrais vous rappeler les travaux d'un
d'un médecin naturaliste, Tom Kitwood, qui avait accompagné des centaines de patients en les filmant, en suivant leur quotidien, et qu'il disait que leur identité individuelle était la position ou le statut dévolu à l'être humain par les autres dans le contexte des relations et dans le contexte social. Un statut qui suppose la reconnaissance, le respect et la confiance. Cet auteur a montré combien les interactions sociales ou environnementales défectueuses favorisaient la souffrance des patients et par contre-coup des réponses comportementales et affectives comme l'anxiété, la panique, l'agitation, l'opposition, le mutisme. Il proposait comme modèle, suivi depuis par de nombreux auteurs, et c'est un peu l'approche dominante au Québec, d'une approche centrée sur la personne qui l'opposait à un modèle biomédical qui, lui, est centré sur la maladie et son traitement. Si l'on s'en tient à ce modèle biomédical, qui, il faut bien le dire, est celui que l'on applique le plus souvent, il faut reconnaître que nos tests neuropsychologiques, s'ils contribuent à faire un diagnostic et un suivi des patients, sont insuffisants pour restituer une analyse dynamique et précise de l'évolution de leur capacité écologique, capacité à faire face aux situations du quotidien, répondre aux sollicitations de l'environnement. Ce sont que des photos à un instant T. Telle personne qui a toujours été très ritualisée dans son quotidien pourra continuer à gérer son domicile et à être autonome très longtemps, alors que dans nos tests, elle est cataloguée modérément sévère ou sévère. Tel autre sera d'emblée totalement dépassé. Ces tests associés aux marqueurs biologiques ou d'imagerie qui objectivent au sens où l'entendait Michel Foucault la maladie, ces éléments objectivants, s'ils ne sont pas couplés à un temps d'écoute empathique et bienveillante, peuvent nous conduire et nous cadenassé dans une approche normée, normative, forcément réductrice. Cela pose la question de comment contribuer à une évaluation dynamique et réaliste des capacités restantes. L'approche centrée sur la personne, elle est inspirée de Carl Rogers, elle a pour but de nous donner les moyens de maintenir une identité individuelle du patient malgré l'altération de ses facultés mentales. Cela comprend cette considération de son identité comprend le caractère central des relations, son caractère singulier, sa personnalité. Donc, ces soins sont fondés sur le principe éthique selon lequel tous les êtres humains ont une valeur en soi et sont dignes de respect, peu importe leur incapacité. Et fondés ici sur la conviction que si on s'en donne la peine, les personnes souffrant de maladies neuroévolutives peuvent avoir une qualité de vie satisfaisante. La première étape qui est conseillée, c'est d'évaluer, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de façon dynamique et globale la personne. Pour ça, il est nécessaire de prendre le temps d'une écoute active, d'écouter la personne elle-même, en nuançant par la nosognosie ou l'oubli des symptômes, de prendre l'avis des proches, tout en gardant à l'esprit leur vision peut être forcément subjective, en plus ou en moins, parfois divergente, mais surtout de trianguler, de croiser les regards, selon un abord pluriprofessionnel qui peut nous permettre de nuancer notre évaluation. Et ce qui paraît important dans le cadre actuel de nos fonctionnements où nous avons très peu de moyens, c'est de collaborer avec les acteurs du domicile, les infirmières, les ESA, les équipes spécialisées, les orthophonistes, le CLIC, etc. Ainsi, cette évaluation pondérée peut apporter dans un second temps des soins et un accompagnement qui sera ajusté selon les étapes de la maladie et l'évolution propre de chaque personne. Le principe de ces soins, c'est de considérer la personne et pas seulement son cerveau malade. Il a des habiletés restantes, des émotions, des capacités cognitives et pas seulement des pertes. On s'appuie également sur sa situation familiale et culturelle. L'objectif, au fond, c'est d'aider la personne à prendre des décisions et à agir par elle-même le plus longtemps possible, mais tout en lui offrant un filet de sécurité pour renforcer ses capacités sans minimiser ses vulnérabilités. Je pense par exemple à tout ce qui peut être dangereux dans son environnement. Cela implique de travailler sur des objectifs réalistes et atteignables, et pas trop ambitieux. Ça s'appuie sur une formation des aidants nécessaire pour appréhender les conséquences de la maladie, la genèse des troubles du comportement, l'importance de moduler leurs attitudes et d'apprendre à reconnaître eux-mêmes leur propre vulnérabilité. Cela peut se faire par des tas de types de formations, on va en parler tout à l'heure. Je voulais parler, pour terminer, de lieux qui peuvent être des lieux tiers qui sont extrêmement intéressants à utiliser, comme les hôpitaux de jour thérapeutiques, les accueils de jour, les futures plateformes de répit. Dans ce que j'ai pu voir,
les personnes gardent leur capacité psychosociale très longtemps lorsqu'ils sont maintenus dans une activité sociale détachée et bienveillante. On peut parler également des espaces de création. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les groupes d'éducation thérapeutique, les groupes d'aidants, les groupes aidants aidés, etc. Eh bien, je dois dire qu'à l'heure actuelle, ce qui me paraît le plus porteur, ce sont les ateliers thérapeutiques à médiation. Ce sont des lieux qui sont totalement démédicalisés, où les gens peuvent s'exprimer par la médiation de l'art, par exemple, ou des ateliers de réminiscence qui permettent l'accès à la parole et soutiennent l'estime de soi en parlant de choses qui sont de culture générale et qui sont très porteurs. Et là, on fond les personnes au milieu d'autres personnes qui n'ont pas de maladie. S'ils n'ont pas fait la preuve, parce que c'est extrêmement difficile, de leur efficience, ces outils paraissent très intéressants pour retarder l'évolution et soutenir l'identité et la créativité du sujet, même à un stade évolué. Donc en conclusion, soutenir l'autonomie d'une personne qui présente un handicap cognitif nécessite une approche respectueuse et nuancée qui valorise l'individu et prenne en compte ses besoins spécifiques. C'est la qualité des interactions avec la personne qui permet la préservation de son identité. Comme dans toute réflexion éthique, la réponse se situe à un juste milieu, ni trop peu d'interactions, trouver un équilibre entre protection de la personne et respect de l'autonomie est un défi constant. Plus j'avance, plus je pense qu'il importe de garder une position très humble et d'apprendre, en tant que soignant, à gérer son propre sentiment d'impuissance pour laisser émerger les conditions d'une approche empathique centrée sur la personne, en acceptant aussi de déléguer, de collaborer et de pouvoir ainsi respecter l'individu bousculé par la maladie et laisser s'exprimer, selon la belle formule de Philippe Barrier, son autonormativité, c'est-à-dire sa modalité singulière à lui de s'adapter à la maladie et au monde environnant tout au long du fil de son évolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux prises de parole de professionnels engagés et ayant un sentiment de responsabilité dans la prise en charge de ces personnes-là ou de leurs affaires. Là, on change complètement de point de vue pour arriver vers une autre forme d'engagement qui est celle des chercheurs, dont l'un des buts professionnels est de nous donner à comprendre en nous donnant à voir ce qui se joue. Alors, qu'est-ce que, en tant que chercheur en sociologie, vous avez observé et de quel type de vulnérabilité et de capacité vous pouvez témoigner? Très bien. Alors, premièrement, merci de me permettre de présenter ici, donc dans cette session, qui s'intitule bien « Soutenir les capacités sans nier les vulnérabilités ». Et on va le voir, ce titre est assez opportun par rapport à mes questions de recherche qui, initialement, s'interrogeaient sur la conciliation entre les philosophies politiques de la participation et leur implicite capacitaire et une maladie neuroévolutive telle que la maladie d'Alzheimer. Alors, vous le sentez déjà, pendant que j'essaye de retrouver mes slides, vous le sentez déjà, j'ai une posture un petit peu différente de ce qui a été présenté jusqu'à ici. Premièrement parce que je me positionne donc comme sociologue, ça veut dire que je vais traiter de la maladie d'Alzheimer non pas comme un objet médical, mais comme un objet social, et dans mon cas plus précisément comme un objet interactionnel, qui va avoir des implications sur les interactions. Également, j'ai pu réaliser des observations, donc mes recherches doctorales ont porté sur des observations dans des groupes de patientes et de patients vivant avec la maladie d'Alzheimer, des groupes qui revendiquaient une forme de dementia voice. Alors, j'essaye tout de même de trouver... Ah voilà, je m'y retrouve. Mes petites feuilles. Comme on en blaguait un petit peu avant, j'ai aussi besoin d'un dispositif pour communiquer. Voilà, ce n'est pas l'apanage de personne, ou plutôt la vulnérabilité n'est l'apanage de personne. Et donc, quel groupe j'ai pu suivre? Ça, c'est une première question à laquelle je pourrais commencer à répondre. Les groupes que j'ai pu suivre, ce sont des groupes qui, comme la plupart comme en lien avec la plupart des maladies, dans le domaine de la santé, il y a de plus en plus d'associations de patientes et de patients qui émergent pour participer aux discussions politiques et scientifiques concernant les maladies qui sont concernées par les personnes. Donc, ce qui légitime cette expansion d'associations, c'est quoi? C'est la reconnaissance de savoirs spécifiques liés à l'expérience de la vie avec la maladie.
Et même si c'est plus timide que dans le cas d'autres maladies, c'est aussi le cas, on observe aussi l'expansion d'associations de ce style dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Donc, moi j'ai suivi ces groupes-là, en Belgique, en France, et enfin très peu en France, mais surtout en Belgique et en Angleterre. Et ces groupes, ce sont des groupes qui sont variés, ils ont beaucoup de différences, mais ils ont quand même une série de points communs. Premièrement, ce sont des groupes qui refusent de ne pas faire ce que Nathalie Rigaud appelle le pari du sens. Donc, qui refusent la présomption d'incompétence, d'incapacité dont on vient de parler. Ce sont également des groupes qui refusent donc que la seule expérience de la vie avec la maladie d'Alzheimer soit celle d'un processus de discrédit, pour citer un sociologue du nom de Baptiste Brossard. Et il s'agit de groupes qui se destinent à des publics de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, et plus précisément de patientes et de patients jeunes. Ça a des implications, on pourra peut-être en discuter. Ça, c'est sur papier, parce qu'en pratique, il y a aussi très souvent, la plupart du temps, des proches qui sont présents à ces rencontres, ce qui va avoir évidemment des implications interactionnelles, relationnelles, etc. Ce sont des groupes qui varient en termes d'activité. On y fait plusieurs choses, mais dans tous les cas, il s'agit au moins d'un espace de parole pour échanger au sujet de la maladie d'Alzheimer et surtout de la vie avec la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des thématiques plus ou moins proches de la maladie qui sont adressées, comme par exemple les dispositifs de géolocalisation, la grand-parentalité, la parentalité, le diagnostic, etc., etc. Alors, ce sont également des groupes qui partagent des valeurs communes, des valeurs participatives, donc rien sur nous sans nous, vous avez sûrement déjà entendu cette expression, et des valeurs que l'on peut qualifier de dispositionnelles rapidement, c'est-à-dire qui insistent sur l'idée que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont toujours actrices. Mais actrices de quoi? Ça, on va le voir, de leur vie, de la société, on en discutera par la suite. Alors moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai réalisé des observations dans ces groupes pendant 6 ans, et j'ai participé à ceux-ci avec comme objectif principal d'étudier, d'interroger les effets politiques et citoyens de ces groupes. Et je me suis donc intéressé, pour faire lien avec la session, je me suis intéressé à une série de capacités que je qualifierais de citoyennes. Des capacités citoyennes dans des groupes qui ont un discours fortement orienté vers les capacités toujours présentes et qui revendiquent donc bien ce postulat d'acteur, actrice. Alors, sur place pourtant, quand on se rend sur place, quand on va voir ces groupes, quand on va suivre les discussions, on observe, non seulement dans les récits, mais aussi dans la pratique, une série de vulnérabilités. Des vulnérabilités qu'on pourrait qualifier par exemple d'interactionnelles. M'interrompre lorsque je me présente comme quelqu'un venant de Bruxelles pour me traiter de chou de Bruxelles, ce n'est pas une capacité interactionnelle maîtrisée, on pourrait le dire. Ne pas donner suite à la discussion quand on nous dit voilà c'est à vous et la personne répond oui je vais prendre la parole et puis ne pas prendre la parole, c'est montrer une forme, on pourrait dire, d'incapacité communicationnelle. Bref, il y a toute une série d'éléments qu'on pourrait qualifier de paradoxaux qui s'invitent à nous dans des espaces pourtant encore une fois vraiment orientés vers la capacité toujours présente des personnes. Et un ethnographe de la participation qui s'attend à observer de la co-construction de politiques publiques à partir de délibérations peut être un petit peu étonné ou un petit peu décontenancé. C'était mon cas. Et j'ai également eu du mal au départ à observer, par exemple, comment s'agençaient les expériences individuelles pour devenir des savoirs expérientiels, pour utiliser d'autres expressions en vogue actuellement. Donc, en pratique, il y a quelques questions ici qui se posent, et il faut bien préciser que quand je parle de capacité, moi j'ai cherché à suivre ethnographiquement, donc sur le terrain, en pratique, des capacités que j'ai qualifiées de citoyennes, et j'ai cherché à comprendre comment elles étaient soutenues ou non collectivement. Ça veut dire, et c'est peut-être ça qui est très important à comprendre par rapport aux autres postures, que j'ai une définition pragmatiste des capacités. Alors pragmatiste est en référence à un courant de philosophie américain, la philosophie pragmatique, et non pour dire que les autres définitions ne sont pas pragmatiques, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que je m'intéresse aux capacités comme des accomplissements pratiques que je vais observer en situation. Okay ? Donc faire cela, prendre ce postulat méthodologique m'a permis d'identifier une série de degrés citoyens, de degrés de capacité. Et le premier, on pourrait l'associer à la situation de participation en elle-même. Et donc, c'est un ensemble de capacités qui seront, on va le voir, soutenues collectivement ou non, qui sont liées à la possibilité pour un individu de participer à une situation de participation. Voilà donc un premier ensemble de capacités qui m'aura intéressé. Deuxième ensemble de capacités que j'aurais étudié, suivi à partir de ces groupes, c'est tout ce qui était mis en place pour soutenir collectivement ou non la possibilité pour un individu d'avoir une action sur son propre environnement, une capacité citoyenne que l'on pourrait qualifier de privée. Et enfin, un autre type de capacité que j'ai interrogé, c'était des capacités qu'on pourrait qualifier de publiques, tout ce qui est mis en place pour soutenir collectivement l'action d'un individu sur l'environnement du public dont il fait partie. Donc l'ensemble des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, jeunes par exemple, serait un bon cas dans le cas de ces groupes.
Et du coup, moi, ce qui va surtout, ce sur quoi je vais insister ici, dans cette communication, c'est le premier degré, le degré situationnel, puisque à partir d'observation, c'est ce degré qui m'a le plus intéressé, c'est aussi celui à partir duquel les autres degrés émergent en fait, dans ces groupes en tout cas. Donc c'est un degré que j'ai associé à un exercice que je qualifie de mise en musique, et qui est un exercice qui vise à soutenir collectivement les capacités communicationnelles afin de permettre aux personnes ici atteintes de la maladie d'Alzheimer de participer à une relation commune entre les interactants de la rencontre, c'est-à-dire entre les personnes rassemblées en coprésence dans la rencontre. Cela revient à chercher à faire participer et à permettre à contribuer à une relation cognitive, collective, interrelationnelle. Et donc, tout cet exercice était basé sur la possibilité de négocier une commune appartenance en situation à un même monde intersubjectif ici. On est encore dans un monde le monde de la situation et pas l'environnement plus large. Voilà, ça, on faudra en discuter par la suite. Alors, il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, mais évidemment, le temps me force à en choisir un. Donc, je vais présenter un exemple que je qualifie d'exemple de réception. Ce que j'appelle un travail de réception, c'est un travail de correspondance entre une intervention qui pourrait paraître inadéquate et un cadre d'activité en cours. Donc une conversation, ici une réflexion collective au sujet, par exemple, dans l'exemple que je vais vous donner, des volontés anticipées. Donc l'exemple que je vous propose d'aborder, il prend place dans un groupe de parole belge, un groupe qui s'appelle le groupe des battants. Et on est spécifiquement dans un moment qui ne rassemble que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que les aidants ne sont pas présents. Et on a une discussion sur les volontés anticipées. Et on va dire la direction de cette discussion, au départ, elle est de parler des volontés anticipées en tant que telles, pas pour chacun des participants ou chacune des participantes. Au départ, on est censé avoir un objet public de discussion qui est les volontés anticipées. Et malgré tous les signaux donnés par l'animatrice de la discussion pour montrer qu'on a repris la conversation, il y a une personne qui ne participe pas, qui est plutôt de côté et qui ne s'intéresse pas à la conversation, qui continue en fait de manger des gâteaux qui sont disposés sur la table. Ce que va faire l'animatrice de la discussion, c'est qu'elle va utiliser ce que je qualifie un petit peu sauvagement d'hospitalité sémiotique. Ça veut dire qu'elle va élargir le spectre des signes à considérer comme signifiant quelque chose pour l'activité en cours. Concrètement, traduisons cela, elle va dire, et appelons-le Maxime, la personne en question, Maxime, là, il ne le dit peut-être pas explicitement, mais on pourrait considérer qu'il est en train de nous exprimer qu'il aimerait continuer à avoir une alimentation agréable plus tard dans la vie. Et ce que va faire Maxime, c'est qu'il va entendre son nom, il va entendre qu'on parle de lui, il va entendre qu'on dit quelque chose à son sujet, il va sortir de son isolement, on va dire, et il va nous rejoindre, acquiescer quant à ce que disait l'animatrice, et il va rester à table. L'animatrice va continuer la conversation, et Maxime va intervenir avec quelques problèmes de rythme, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'animatrice ayant embrayé sur la conversation une minute des verres de bière, Maxime va nous interrompre 10 minutes plus tard en disant « J'adore la Rochefort », ce qui est un petit peu hors rythme. Pourtant, l'animatrice va considérer son intervention comme une réponse à la réplique qui était donnée avant, et elle va, en gros, collectivement, avec Maxime, assurer les compétences communicationnelles nécessaires pour suivre une conversation, ce qui va, in fine, intéresser Maxime, l'engager dans la conversation, lui permettre petit à petit, si je n'ai pas le temps de développer, d'identifier des éléments importants pour lui à mettre en place dans son environnement privé, et on ira jusqu'à inférer une hypothèse à tester quant au public des fumeurs hospitalisés vivant avec la maladie d'Alzheimer. Voilà, je vais très vite. Et je vais rapidement conclure qu'en effet, cet effort interactionnel doit être considéré comme un effort cherchant à permettre à des individus de participer à une relation cognitive interrelationnelle. Ce n'est pas une fin en soi, il a aussi des effets privés, comme je viens de le dire, et on pourrait interroger ces effets publics. Malheureusement, mon terrain de recherche ne m'aura pas permis d'effectuer un lien entre la mise en musique situationnelle et la co-construction d'objectifs publics. Mais ce constat, finalement, rapproche plutôt les individus vivant avec la maladie d'Alzheimer d'une commune humanité plutôt qu'il ne les écarte, puisque c'est le même constat dans le cadre de projets participatifs avec des citoyens, entre guillemets, ordinaires. Voilà, je crois que le montant est écoulé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces observations d'interaction. On a bien compris l'asymétrie aussi des postures. Et nous passons maintenant la parole à une deuxième approche sociologique qui va maintenant aller chercher dans les discours des différents protagonistes.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de venir présenter mes travaux de sociologue. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'épreuve de la maladie d'Alzheimer d'un point de vue sociologique et d'insister plus précisément sur sa dimension communicationnelle. Depuis le début des années 2000, les registres convoqués pour caractériser la maladie d'Alzheimer et ses effets sur les personnes renvoient à des représentations sombres de la vie avec la maladie. La perte, l'absence, le départ, la mort, qui expliquent très certainement le peu d'attention portée à la parole des personnes malades. Le patient, du fait de l'atteinte de sa mémoire, de ses capacités d'expression et de compréhension, est rapidement exclu du dialogue, que ce soit au sein du système familial, du système de soins ou encore de la société, expliquent Agnès Michon et Marcello Gargillo dans un article de Gérontologie et Société sur l'oubli de la maladie d'Alzheimer. Le diagnostic de maladie laisse peu de place aux personnes malades en tant que personnes agissantes, pensantes, communicantes. Il entraîne une stigmatisation à la fois personnelle et sociale. Ces représentations qui concernent pourtant des stades modérés à avancés de la maladie ont pénétré également le champ de la recherche sociologique en France, qui jusque dans les années 2010 a travaillé sur la maladie d'Alzheimer en privilégiant une entrée, celle des proches ou des professionnels, puisqu'aucun travaux n'intégrait alors la parole des personnes malades dans les protocoles. Emmanuel Soun avance que la perte des capacités de communication habituelles en est certainement la raison. Alors certes, cette maladie engendre progressivement et de façon irréversible une altération des capacités cognitives. Les troubles de la mémoire se lient à d'autres difficultés qui relèvent de l'orientation spatio-temporelle, du langage, de l'expression orale, de la non-reconnaissance des objets, des visages, d'une faible initiative et des difficultés à planifier des tâches. Il ne s'agit pas du tout de nier l'ensemble de ces difficultés. Nous sommes bien face à une maladie qui engage les personnes et leurs proches dans un processus de vulnérabilisation. Mais parce que cette vulnérabilité alimente ce que Nathalie Rigaud appelle une approche déficitaire de la personne dans des sociétés désormais de la performance, de la connaissance, de la communication, cette vulnérabilité devient disqualifiante. Elle discrédite, au sens du sociologue Erving Goffman, la personne malade dans ses relations aux autres et ses interactions. On peut dire que les personnes malades souffrent, y compris à des stades débutants de la maladie, d'une forme d'injustice épistémique, celle de témoignage, car elles sont positionnées comme des objets de soins et projetées comme incapables de se prendre en main, d'expliquer leur vécu et leur ressenti. Cela produit des effets dans la relation de ces personnes aux autres. Elles tentent de résister, mettent en place des stratégies, se replient sur elles-mêmes, se murent dans le silence. Je reste marquée par les propos de cette dame, porteuse du diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui avait témoigné lors de la 2e université d'été de l'espace éthique, révélant son intériorisation du stigmate, Blandine Prévost. Cette foutue maladie va peu à peu me faire disparaître à vos yeux. Peu à peu, on va parler de moi en ma présence, sans même avoir la décence de me consulter, car je vais disparaître derrière cette maladie. On voit ainsi comment la figure de l'adulte réflexif, responsable, autonome, que Jean-Pierre Boutinet appelle l'adulte idéal, est mise à mal. La personne identifiée comme malade, diagnostiquée, semble dès lors figée dans la maladie, objet de soins, d'une prise en charge, le mot n'est pas neutre, elle vit la maladie comme une épreuve dont la dimension communicationnelle est fondamentale. C'est certainement l'un des principaux enseignements que nous avons tirés d'une recherche sociologique engagée avec Vincent Karadec en 2011-2012 sur l'expérience vécue de la maladie d'Alzheimer par les personnes malades. Nous sommes allés à contre-courant de ces représentations et nous avons décidé de prendre au sérieux la parole et l'expérience des personnes malades diagnostiquées à des stades légers à modérés et informées de leur diagnostic. Cette recherche a été un véritable défi empirique à relever. La démarche de nous entretenir avec des personnes malades pouvait effectivement surprendre, à la fois du côté des proches, qui avaient le sentiment qu'on passait à côté de la réalité, leur réalité, mais aussi du côté des professionnels, puisque nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Centre Mémoire du CHU de Lille et l'équipe du professeur Pasquier, qui nous avançait les notions de déni ou d'anosognosie, pour nous indiquer que nous prenions potentiellement le risque d'un défaut de communication.
Comment parler d'une situation dont on n'a pas forcément conscience, d'une maladie dont on a oublié qu'on portait le diagnostic? C'est en collaboration avec l'ensemble de ces acteurs, professionnels et proches, que nous avons engagé une démarche d'aller vers ces personnes. Je ne vais pas revenir sur les résultats détaillés de cette recherche, mais partager aujourd'hui avec vous le regard qui est le mien sur les effets d'une demande, celle du sociologue, consistant à discuter avec des personnes porteuses de ce diagnostic. Une démarche qui s'avère être compréhensive. On a parlé de pragmatisme, je parlerai plutôt d'approche compréhensive de la situation, c'est-à-dire une approche qui vise à réduire la distance, une approche qui est attentive à un système d'interaction, de discours lié aux représentations, qui porte un regard sans jugement sur les valeurs, les grandeurs et les faiblesses. En quoi cette posture éclaire les enjeux communicationnels au cœur de l'expérience de la maladie? Je vais aborder 4 points. L'aller vers, qui s'est situé à domicile, l'entretien comme lieu de mise à l'épreuve de soi, comme lieu d'instrumentalisation et comme lieu d'expression de soi. Le domicile constitue un cadre rassurant dans lequel les personnes ont pris plaisir à accueillir le sociologue, car elles ont ainsi retrouvé un rôle social. Cet accueil impliquait plusieurs choses. Nous offrir une collation, porter une attention à leur apparence, nous faire visiter le domicile, nous présenter leurs affaires. C'était l'occasion de nous montrer comment elles pouvaient encore être maîtres des lieux. Ce souci de l'accueil était également l'occasion de nous démontrer qu'elles étaient encore capables. Mais l'intérêt du domicile comme lieu de rencontre va plus loin. Il est devenu dans certaines interactions un véritable support à l'échange. C'est en effet un lieu de ressources, de repères au sens spatio-temporel, mais aussi au sens identitaire, permettant d'activer le travail de mémorisation. Face aux troubles, le domicile est un lieu qui parle de lui-même, qui témoigne de ce que les personnes ont fait, font et de comment elles le font. Le domicile est aussi l'occasion de pénétrer le monde des enquêtés, l'univers dans lequel ils se sentent le mieux. Nous avons souvent délaissé la table du salon et un échange en face à face qui peut mettre en difficulté pour une visite des lieux, des espaces privilégiés, tels que les jardins largement investis par les personnes ou une présentation de certains animaux avec lesquels la communication est facilitée. Monsieur Crépy nous dira de son chien « Je lui parle, il me comprend », lui qui a beaucoup du mal à parler avec ses proches et à nous parler. Le domicile se révèle finalement être un lieu protecteur car il est apprivoisé. Les personnes y ont leur marque et elles cherchent à les préserver le plus longtemps possible. Comme ce monsieur qui vit dans une communauté religieuse et qui nous dit « C'est vrai que ça aide, dans une maison comme ça, la répétition ». J'en viens maintenant à ce à quoi renvoie l'entretien lui-même. Parce que ce temps d'échange monopolise principalement la mémoire, la construction cognitive, la capacité discursive et la présentation de soi, il pouvait devenir un lieu de mise à l'épreuve des personnes rencontrées. Même si aucune n'a souhaité arrêter l'échange, il était possible d'observer, à travers les discours développés dans le temps et la posture des corps, la difficulté ressentie, la pénibilité de la situation ou l'énervement face à la perte d'un mot, des oublis ponctuels, l'incapacité à exprimer un ressenti ou une idée. L'entretien mené avec Madame Lavande est emblématique de la difficulté de porter une parole dans le cadre d'un échange de ce type. Très rapidement, elle ne parviendra pas à retenir ses larmes face à l'enquêteur, car leur échange révèle de façon flagrante ses troubles, sans même qu'elle ne porte un discours sur ces derniers. Perte de mots, hésitation, oubli ne lui permettent pas de s'engager dans une dynamique discursive satisfaisante. La posture empathique et compréhensive de l'enquêteur qui s'efforce de réduire la distance sera prégnante dans cet échange et favorise une certaine mise en confiance qui ouvre le discours sur le vécu de la maladie en soulignant l'inquiétude de l'avenir face à l'aggravation des troubles. D'autres enquêtés qui éprouvent le même type de difficulté de mise en forme, de mise en mots de la réflexion, sollicitent parfois l'aide de l'enquêteur pour combler le trou ou compléter la phrase, ce que nous avons systématiquement fait pour soutenir le propos. La répétition des mêmes mots, histoire, idée, a également été récurrente dans les entretiens, avec l'enjeu toujours de ne pas signifier cette répétition, et la stratégie de profiter de ces récurrences pour tenter de creuser toujours un peu plus. Éviter de montrer un étonnement face à ce qui pourrait se révéler être une défaillance communicationnelle était essentiel. Certains enquêtés nous scrutaient d'ailleurs, afin de s'assurer qu'ils étaient des interlocuteurs valables, comme le dit Louis Ploton. L'entretien s'est également révélé être le lieu d'une forme d'instrumentalisation par les personnes malades qui nous associait pleinement au centre mémoire et au corps médical. L'enjeu ici était de nous montrer qu'elles allaient bien, voire qu'elles allaient mieux, qu'elles étaient capables. Madame Jasmin va insister tout au long de l'entretien sur l'importance de son domicile qu'elle s'efforce d'entretenir. Nous la rencontrons au moment où son médecin suggère
de supprimer la gazinière pour prévenir les risques d'oubli. Elle prend alors plaisir à nous préparer le café, nous prouvant ainsi qu'elle sait encore se servir de la cuisinière. Se présentant comme une femme dynamique qui fait face et ne se laisse pas aller, elle n'hésite pas à ponctuer l'échange de petites phrases telles que « Voyez comment que je suis, voyez la volonté que j'ai », pour finalement nous inviter à témoigner de sa situation et de son vécu, de son point de vue positif, à son médecin. Vous pourrez lui dire au docteur. D'autres enquêtés, au contraire, semblent s'inquiéter de ce qui pourrait être remonté aux médecins, avec le risque de mettre au jour des difficultés qui pourraient entraver leur autonomie. Enfin, certains enquêtés, comme Madame Brunel, attendent de l'échange engagé une certaine validation quant à leur propre lecture de la situation. Une réaction qui se comprend par ce qui nous est apparu l'expression d'une parole sous contrôle, celle de son conjoint, présent dans la pièce, et qui ne manquait pas de souligner son manque de lucidité face à ces troubles. Nous sommes alors témoins d'une scène où Madame Brunel nous signifie par des mimiques et autres interjections qu'elle ne peut pas en dire plus, car il est là. Elle profite néanmoins de l'entretien pour tenter de lui expliquer qu'elle a des besoins et des attentes. Mais l'entretien s'est surtout révélé être un espace de parole privilégié, où a pu se mettre en avant un certain bonheur d'expression. Il y a une analogie entre l'espace-temps de parole privilégié qui a été l'entretien pour les personnes malades et le constat opéré par le sociologue Pierre Bourdieu lorsqu'il s'entretient avec des personnes défavorisées socialement. Certains enquêtés semblent saisir cette situation comme une occasion exceptionnelle qui leur est offerte de témoigner, dit-il, de se faire entendre, de porter leur expérience de la sphère privée à la sphère publique, une occasion aussi de s'expliquer au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire de construire leur propre point de vue sur eux-mêmes et sur le monde, à partir duquel ils se voient eux-mêmes et voient le monde et deviennent compréhensibles. Ce bonheur d'expression dont parle Bourdieu est d'autant plus saisissable que parler de soi semble pour beaucoup ne plus faire sens, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. En ce sens, malgré les difficultés éprouvées à s'exprimer, prendre le temps d'une écoute attentive, centrée sur leur personne, leur vécu et surtout leur point de vue, a été particulièrement apprécié. Je parle d'un espace-temps privilégié car la durée de ces entretiens, entre 1h et 3h30, à la différence d'entretiens thérapeutiques ou de consultations, signifiait que nous leur accordions du temps, ce qui était apprécié. Je ne peux pas parler comme ça au cabinet médical parce que ça prendrait trop de temps si tout le monde racontait sa vie comme ça. Nous positionner comme des personnes à l'écoute des enquêtés a aussi été très intéressant pour révéler l'expérience de la solitude éprouvée par ces personnes et les processus de repli et de retrait de la vie sociale et familiale. L'entretien avec Madame Bleuet a permis d'établir une véritable relation de confiance au cours de laquelle elle accepte de changer de posture, ne plus être celle qui écoute ses enfants, ses proches, mais aussi celle qui s'exprime et exprime un point de vue. Elle dira vers la fin de l'échange « Vous m'avez comprise ». L'entretien est pour elle un moment extraordinaire, dans les deux sens du terme, de prise de parole, où les difficultés éprouvées à s'exprimer ne sont pas vécues comme des signes de faiblesse qui stigmatisent. Ce qu'elle ressent au quotidien dans les échanges avec ses proches, où elle craint justement un jugement d'incompétence qui risque d'entraver son autonomie. Madame Jasmin exprime le même point de vue, elle qui semble ne plus pouvoir être prise au sérieux par ses proches et qui se tait maintenant, le plus souvent pour ne pas attiser des situations conflictuelles, éveiller des soupçons. Elle s'attendait à ce que sa fille soit présente le jour de l'entretien, elle avait même prévu le café pour 3. Au bout de 3 heures d'échange en face à face, elle en vient à conclure. « Je suis bien contente parce qu'on a fait ça et on était 2, ma fille n'était pas là. Vous n'auriez pas parlé comme ça si elle avait été là ? Non. Et puis elle serait intervenue. » C'est vrai ? Ah oui. Elle m'aurait coupé la parole. Ah oui, c'est impensable, mais c'est comme ça. J'ai parlé détendu, je ne suis pas énervée, rien du tout. D'autres rencontres ont permis au contraire un espace de parole délégué. Excusez-moi, il va falloir que vous concluiez. J'arrête, c'est la conclusion. Surtout, une parole déléguée surtout aux conjoints, notamment lorsque les troubles se font plus prégnants. À partir de ce retour d'expérience, d'une recherche sociologique compréhensive, attentive à la parole des personnes malades, j'espère avoir montré à quel point l'épreuve de la maladie est certes familiale, professionnelle, sociale, identitaire, mais elle est aussi et surtout communicationnelle. Face à une demande qui implique nombre d'efforts, ces entretiens ont été des lieux d'expression de soi ou par délégation, nous permettant de comprendre que lorsque les mondes sociaux des personnes sont bienveillants, attentifs et protecteurs, lorsque les personnes identifient des interlocuteurs valables, capables de les comprendre ou tout du moins les entendre et qui sont peu exigeants dans la communication, leur permettant de se sentir valables, l'épreuve de la maladie et l'expérience de vulnérabilité qu'elle induit peut s'atténuer ou tout du moins se transformer. Je vous remercie.
Aline, je suis navré, on t'a un petit peu bousculé. Sachez qu'Aline est disponible pour sa dédicace tout à l'heure de son livre, donc vous pourrez continuer à discuter de cette approche-là sociologique. Marie-France, peut-être pour un peu conclure la session et ouvrir une ou deux questions avec la salle. Voilà, le timing est un petit peu serré, mais si vous avez une ou deux questions à poser à nos intervenants, ou simplement qu'il y ait une discussion entre les intervenants, avec grand plaisir. Pardon à tous, parce que vraiment c'est détestable de vous couper la parole, mais j'espère qu'il y aura plein de questions pour compenser cette frustration. J'en vois une ici. Oui, c'est gentil. Je suis Aline Simoneau, je suis psychologue en EHPAD et j'avais envie de reprendre un petit peu ce que vous avez dit, docteur Pancrazi, sur la difficulté de mesurer les bienfaits de ce que vous avez appelé, vous, les médiations que vous proposez en groupe ou peut-être en individuel aux personnes souffrant d'une maladie neuroévolutive. Ça m'a fait penser à ce que j'ai proposé dans la salle Snoezelen. Donc c'est une salle de médiation sensorielle, stimulante, apaisante, avec des personnes souffrant d'une maladie sévère, avec une aphasie sévère. Et le bienfait, le bien-être éprouvé, va faire revenir des mots très beaux. Et lorsqu'on me demande, en termes de chiffres, parce que sur nos logiciels soins, il faut chiffrer, ces démarches-là pour les défendre aussi, eh bien, je vais simplement les écrire. Je vais vous donner 2 exemples de très belles phrases qui m'ont été prononcées par des personnes souffrant vraiment d'aphasie. Un homme fatigué devrait venir ici. Un monde beau l'est grâce à ses couleurs. Cette salle, j'y vais également avec leurs proches et lorsqu'ils lisent ce qu'a dit la mère, qui pensait vraiment très diminué, je vous assure que ça les rassure et que ça leur fait voir leur maman autrement. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir peut-être, non ? Une dernière réaction, observation ? Là, juste là, pardonnez. Une seconde, le micro. Une observation, juste un commentaire. L'observation, c'est qu'au travers de toutes les interventions, il y a un mot que je n'ai pas cru entendre prononcer, mais qui me semble très important et qui est un des dadas de Fabrice Zil, c'est le temps. Le temps pour évaluer le degré de capacité ou d'incapacité d'un point de vue juridique, d'un point de vue médical, dans des groupes d'écoute et tout. Donc cette notion du temps, elle est, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est politique, c'est qu'il faut laisser le temps à la justice, aux médecins, aux psychologues, de pouvoir passer ce temps d'écoute. Mais d'imaginer que seul le sociologue pourrait passer 3 heures à écouter la personne m'interroge parce que dans ce que vous avez pu dire, on a eu l'impression qu'il y avait un décalage entre le sociologue qui pouvait passer 3 heures, puis tous les autres intervenants, y compris la famille, qui n'avaient pas ce temps. Donc, est-ce qu'on doit se dire que le nouveau thérapeute serait le sociologue ? Pardon, je crois qu'on est dans un petit procès d'intention et c'est absolument pas ce que j'ai entendu. Le temps a été évoqué par quasiment chacun des intervenants et l'expérience qui nous a été rapportée par la sociologue, je parle en votre nom parce que je vous sens décontenancé, est une expérience vécue et c'est la description de sa recherche. Et donc je pense qu'elle a simplement expliqué comment, pour conduire et pour pouvoir mener à bien cette recherche en tant que sociologue confirmée, elle a eu besoin d'y consacrer individuellement peut-être plus de temps que d'habitude avec dans le même genre de recherche. Du coup, je vous passe la parole parce que vous pouvez maintenant répondre. Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention d'avoir plus de temps que d'autres personnes. Ce temps, je l'ai construit en relation, je le redis, avec les équipes médicales, les médecins, les proches. Ce n'est pas une intervention inopinée du sociologue sur le terrain. Loin de là. Ce temps que les personnes ont accepté de m'accorder, en fait, on m'expliquait que je ne pourrais pas l'espérer au-delà d'1 heure.
Ce qui m'a frappé, c'est que ce temps aurait pu durer plus de 4 heures dans certains échanges et que les personnes utilisaient un espace-temps qui leur était proposé, qui leur était de moins en moins proposé. Et cet espace-temps où la parole a pu se déployer, il a été bénéfique à tout le monde. Le deuxième temps, c'était de discuter avec les proches, de mettre dans une logique de triangulation tout le monde autour de la table. Le troisième temps, c'était de revenir au centre mémoire et de faire part de tout ça aux personnes qui suivent les personnes malades et d'échanger au point où des choses se sont mises en place au centre mémoire avec certains gériatres, avec le professeur Pasquier, pour aller davantage vers la libération d'espace de parole et donc de prise en compte de cette parole. Donc non, je ne pense pas être en opposition avec qui que ce soit, mais plutôt en étroite collaboration pour justement donner cette place à la parole des personnes malades. Merci Aline. Merci beaucoup Marie-France Mamzer et à tous les intervenants pour cette session. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Je vais juste